Et pour pouvoir réveiller un petit peu l'auditoire, c'est pas moi qui vais commencer par parler, je vais demander à la régie de bien vouloir passer une courte vignette vidéo pour exprimer ce qu'est la déontologie dans un établissement pénitentiaire entre un personnel de surveillance et une personne détenue, pardon, en l'occurrence un arrivant. Alors, ta cellule A, 205. Tu sais lire et écrire ou pas? Oui. Ouais, t'as pas de souci? Oui. Non, c'est tout bon. Ouais. Je vais te remettre le guide arrivant. D'accord? Okay. On va te demander de lire ça maintenant. On va dire que ça, c'est l'explicatif de toute la prison. Comment elle fonctionne à Varennes-le-Grand. D'accord? Okay. T'as certainement plein de questions et là-dedans, t'as plein de réponses. D'accord? Tu vas avoir des parloirs ou pas? Ouais, je vais fermer mon petit. T'as fermé ton petit. Et puis ils vont venir au parloir, les deux? Franchement. Oui, y a pas de raison. Y a pas de raison. Bah, c'est bien. C'est tabac pour les jours à venir, hein. Oui, bon, parce que ça, c'est compliqué après, hein. C'est parfait. Chose importante. Demain matin, tu vas voir le SPIP. D'accord. D'accord? C'est eux qui vont faire le lien entre toi et l'extérieur. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est super important. Je te donne un exemple. Tu renvoies tes clés de voiture. La voiture, elle est garée, je sais pas où, en vrac. Pour faire sortir rapidement tes clés. T'en parles au SPIP. C'est eux qui vont gérer ça. D'accord? Nous, on va gérer la partie en bleu, on va dire. La partie vie en détention, vie en prison. Eux, ils vont gérer tout avec l'extérieur. T'as des gros soucis de santé ou pas? Dépression, pour les nerfs et tout ça. D'accord. C'est quoi, c'est que tu montes en flèche? Ouais. Ouais, t'es nerveux? Ouais, ça se voit un peu. Ça se voit un peu. Et là, t'en as parlé à l'infirmerie tout à l'heure. Ouais, j'ai eu mon traitement, j'ai tout. D'accord. Donc là, t'es stabilisé, tout va bien. Impeccable. Tu sais le gérer, impeccable. Si tu sens que ça va pas, si tu sens que ça monte, parce que malgré tout, le fait d'être foutu entre quatre murs, ça peut t'engendrer un peu de stress, un peu de machin. T'attends pas de péter une targette. T'attends pas de péter un plomb. Tu mets le voyant. Tu me dis ça va pas, je suis pas bien, faut faire quelque chose. Moi, j'appelle l'unité sanitaire et puis on fait le nécessaire. Ok, t'attends pas que des situations elles s'enveniment. Hein, t'attends pas que ça parte en javel. Tu verras ici, tu vas peut-être te découvrir des trucs un peu bizarres. Des fois, des prendre à respirer, c'est de l'angoisse ou des choses comme ça. D'accord? Okay. On va t'appeler aux fenêtres. On va te demander des choses, on va te proposer des choses. Tu fermes ta fenêtre, tu laisses tomber. Tu te mets surtout pas en affaires, en je sais pas quoi. D'accord? On va te dire, tiens, descends ça, récupère ça, du tabac, t'inquiète pas, je te file du tabac. Tu te mets pas en business là-dedans, ok? Toi, le but, c'est que tu sortes de là-dedans le plus rapidement possible pour retrouver ta femme et ton petit haut, le reste, on s'en tape. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, ok? Est-ce que tu as des questions? Pour l'instant, non, juste après m'aider à faire ça. Là. Ouais, pas de problème. On gérera ça. Je sais écrire, mais j'ai du mal. T'as du mal à écrire. Alors, il y a une chose qui serait peut-être pas mal. On a un service scolaire ici. Ah ouais. Profite peut-être de l'occasion d'être incarcéré pour apprendre à lire et écrire. Ouais. Pour écrire après ton petit haut. C'est pas mal. Ouais, bah, ouais. Hein? C'est jouer un utile à l'agréable. Hein? Ok? Mais je te filerai un coup de main. T'inquiète. Ok? Merci beaucoup pour cette diffusion. Je tenais à commencer par cela parce que, bien sûr, je vais faire tous les remerciements d'usage et ils seront extrêmement sincères. Je vais les appuyer. Mais en me confiant ce sujet sur la déontologie et des personnels de surveillance et la dignité des détenus, vous m'avez mis dans une belle panne. Moi, j'ai vu Tahiti, j'ai dit, vas-y. Puis quand il s'est agi de rédiger cette expédition, je me suis senti dans une extrême difficulté. Qu'a réglé ce surveillant principal en accueillant ce détenu? Je ne vais pas le commenter très longtemps, il a fait rire les pénitentiaires ou les faire sourire. Ce n'est pas du tout un entretien déontologique, mais diablement efficace. Le genou de ce détenu ne cesse de trembler. Et à la fin, ce surveillant réussit à rebondir en lui disant « Mais tu peux faire de ton temps de détention un temps utile en apprenant à lire et à écrire pour écrire. » C'est toute la subtilité de la déontologie des personnels pénitentiaires dans la prise en charge des détenus dans un lieu dont je dirais tout à l'heure que par nature il est indigne. Quelques préalables avant de vous livrer mes observations. Je me détacherai du texte qui est sans doute beaucoup trop long. 3 préalables ou 4 préalables. Le premier, bien sûr, pour vous remercier. Venir à Tahiti pour exprimer 2-3 choses sur la pénitentiaire et les personnels de cette belle institution suscite chez moi vraiment un remerciement, une vraie reconnaissance vers vous. Je mesure cela vraiment comme un privilège et un très grand honneur, donc je veux vous. Second préalable, pour vous demander de me pardonner, là je m'adresse à l'assistance, pour parler de dignité de la personne détenue et de la déontologie des personnels, je vais utiliser des grands principes, des grandes notions, des grands concepts un petit peu pompeux, alors même que je vais décrire une situation, une réalité que chacun d'entre vous maîtrise parfaitement. Tout le monde sait ou tout le monde pressent ce qu'est la dignité dans son quotidien. Et donc, je vais parfois vous infliger
des principes là où la réalité concrète s'impose à chacun d'entre nous. Le troisième préalable, c'est pour adresser une accusation vers Emmanuel Gindre. Encore une fois, je le répète, ce sujet me paraît extrêmement complexe. Donc je le redis, et un remerciement vers Emmanuel Gindre. Le fait de m'avoir programmé à 14h40 fait que si mon propos ne suscite pas la passion, je pourrais le mettre sur le compte de la digestion. Quatrième et dernier préalable, un petit peu plus personnel, mais pour vous livrer une clé de lecture de ce que je vais vous raconter. Même si je suis en vacances, j'avais le souci d'essayer de m'adapter à la réalité polynésienne, ce à quoi je ne suis pas parvenu, parce que ce n'est pas en une journée de présence sur l'île que je peux prétendre utiliser des arguments polynésiens. J'ai simplement appris le mot popa, c'est comme ça qu'on dit, mais je l'ai éprouvé hier sous le soleil de la plage. J'avais essayé, en préparant cette contribution, de rechercher dans des contes polynésiens quelque chose qui puisse m'inspirer une logique déontologique. Je ne les ai pas trouvés. Je n'ai pas trouvé ça parce que il se trouve que les contes auxquels j'ai accédé livrent une vision de la nature avec laquelle l'homme essaye de rentrer en harmonie sans qu'on en déduise jamais une morale. Tout est naturel, harmonieux. Il n'y a pas d'obligation déontologique qui ressorte des contes. Je me suis dit, il faut quand même que je trouve une clé de lecture ou un petit fil pour les emmener avec moi. Alors comme moi aussi, je viens d'un pays de la mer, un pays de marins, la Bretagne en l'occurrence, qui reste le plus beau pays du monde, j'ai pensé aux étoiles des marins en Bretagne ou en Polynésie, aux étoiles et plus particulièrement à un amas d'étoiles un petit peu particulier qui s'appelle les Pléiades. Les Pléiades sont abritées dans la constellation du Taureau et ces Pléiades ont une particularité extrêmement intéressante. Figurez-vous que lorsqu'on les regarde, on ne les voit pas. Et lorsqu'on détourne le regard, elles nous apparaissent. Bien, je crois que la déontologie des personnels, dans son lien avec la dignité des personnes détenues, est un petit peu comme les Pléiades. Quand on essaye de l'identifier, ce lien, on ne le voit pas, et puis il apparaît au détour de quelques considérations que je vais essayer de vous livrer. Mais la première considération que je voudrais vous proposer, c'est l'immense difficulté à définir ces deux notions, parce que depuis ce matin, nous parlons de dignité de la personne détenue, on va rajouter la déontologie. Ce sont quand même deux notions qui sont extrêmement volatiles, extrêmement compliquées à définir. La déontologie, juridiquement, objectivement, c'est un ensemble de règles qui s'imposent à des personnels d'une institution, d'un corps, d'un métier. Très simple. Généralement, ces règles sont incluses dans un code et seront sanctionnées, ou en tout cas leur violation sera sanctionnée par une sanction disciplinaire propre à ce corps ou à ce métier. Mais subjectivement, ça se complique. Qu'est-ce que c'est que la déontologie? C'est l'art de bien agir, l'art d'agir efficacement et conformément à une norme qu'il convient de définir. Et on va essayer de définir un certain nombre de principes pour pouvoir expliquer ce qu'est la déontologie. On va généralement recourir à des principes tels que la probité, la neutralité, l'exemplarité. Parfait. Donc on peut se gausser, se payer de mots en utilisant ces termes-là, tu es exemplaire ou pas. Mais qui peut dire qui est exemplaire? Il faudrait un exemple, il faudrait un étalon sur lequel s'appuyer. Moi, j'en connais pas. Qui peut dire ce qui est vraiment probe? Moi, je ne suis pas capable de le dire. Qui peut dire en quoi doit consister la neutralité? Qui pesait en prison? On a parlé ce matin des transgenres. La neutralité vis-à-vis d'une personne détenue transgenre, en réalité, elle est discriminante. Donc, vis-à-vis de ces questions déontologiques, les valeurs sur lesquelles elle s'appuie, parfois peuvent prêter à confusion, et subjectivement, la déontologie est extrêmement compliquée à définir. Quid de la dignité? Depuis ce matin, nous parlons de la dignité sans peut-être véritablement la définir. Et là aussi, une approche objective ou subjective nous plonge dans une certaine perplexité. Objectivement, la dignité, c'est affirmé positivement par les règles internationales, c'est un ensemble d'interdictions. Il ne faut pas porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, il ne faut pas porter atteinte à son intégrité morale, le corps est inviolable et il doit être protégé par toute une série de principes. Bref, objectivement, la dignité peut se définir. Mais quand on passe à une définition subjective, là aussi on bute sur une certaine difficulté. Qui peut dire à partir de jusqu'où on est digne et à partir de quand on est placé dans une situation d'indignité? Moi, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire, mais je suis totalement incapable. Excepté peut-être la Cour européenne des droits de l'homme qui a pris le parti à un moment, faute peut-être de mieux, de définir des règles arithmétiques pour dire qu'on est dans une situation indigne à partir d'un certain espace disponible, mais en réalité, on s'aperçoit que subjectivement,
Ce qui est indigne pour une personne ne le sera pas nécessairement pour une autre. Je prends un exemple tout simple vers lequel je reviendrai tout à l'heure, ou en tout cas en fin d'exposé. Dire tu à une personne, cela peut être une marque de profond respect, comme une marque de dédain, voire de domination totalement irrespectueuse. Tout dépend du lieu, de la situation et vers qui on le dit. Donc c'est totalement subjectif. Et puis, non content de cette volatilité de ces définitions, deuxième point, dignité et déontologie sont des notions extrêmement relatives. Relatives suivant le lieu, suivant le public, suivant la circonstance, suivant toute une série d'éléments que l'on pourrait considérer. La déontologie du médecin n'est pas celle du surveillant pénitentiaire ni du policier. Pourtant, elle renvoie à un certain nombre de valeurs communes. Mais ça ne sera pas la même déontologie parce que ces personnels ne sont pas exposés aux mêmes situations. La dignité. Est-ce que les critères de la dignité peuvent être jugés comme équivalents en dehors d'une conception un petit peu éthérée et universelle en Ukraine aujourd'hui, à Tahiti ou à Calcutta? Moi, j'en suis pas du tout certain. En réalité, je pense que la dignité est une notion qui définit le sentiment d'une personne par rapport à une situation et de façon extrêmement temporelle. Donc, relativité de ces définitions, volatilité de ces définitions. Et puis alors, si on amène ces deux notions en prison, les choses se compliquent encore un petit peu plus. Parce que la prison est un lieu violent. La prison est un lieu indigne. En soi, objectivement, c'est un lieu indigne. C'est un lieu qui frappe une personne d'une peine ou d'une mesure qui est indigne. Je vous le rappelle, la Révolution française a substitué la pénalité de la souffrance à la pénalité de l'indignité. Donc oui, la prison est un lieu indigne en soi qui frappe les personnes d'indignité. Placer de la déontologie, une exigence déontologique dans le fonctionnement d'une prison, c'est là aussi une gageure. C'est sans doute l'un des lieux dans lesquels l'exigence déontologique est la plus importante et simultanément la plus complexe à réaliser. Pourquoi? J'y reviendrai tout à l'heure. La prison est un lieu de violence, un lieu de complexité et un lieu d'urgence dans lequel les personnes vont essayer d'agir au mieux, mais rarement en se référant à un code de déontologie. Le plus souvent en essayant de faire au mieux. Volatilité des définitions, relativité des définitions, complexité de ces définitions en prison. J'ajoute un dernier élément avant d'entrer dans le corps du sujet. Il y a au moins un point commun sur lequel on peut s'accorder concernant la déontologie des personnels et la dignité des personnes détenues pour pouvoir peut-être ensuite engager les développements. C'est que ces deux notions ont en commun une assez grande nouveauté et une très récente juridicité. Assez grande nouveauté, la déontologie des personnels, finalement, elle est reconnue dans un code de déontologie du service public pénitentiaire en 2010. La prison a 2 siècles. Donc, cette reconnaissance et cette juridicité sont extrêmement nouvelles. Du point de vue de la dignité, là aussi, ne nous payons pas de mots. La dignité des personnes détenues acquiert une juridicité, depuis, Madame Zientara-Logel l'a évoqué à loisir ce matin, depuis le début des années 2000. En réalité, la dignité des personnes privées de liberté ou contraintes, elle commence à être considérée à la fin du Second conflit mondial. Et dans les prisons françaises, c'est une notion qui suscite l'interrogation ou la préoccupation depuis le début des années 2000, pas avant. Donc c'est une notion extrêmement nouvelle, dont la juridicité est encore plus nouvelle, car avant l'article 803.8 du Code de procédure pénale, la dignité n'était pas un critère permettant de mettre un terme à une détention provisoire ou de modifier les modalités d'exécution de peine. Donc, nouveauté des considérations et juridicité extrêmement nouvelle constituent un point commun. Pourtant, la manière de bien agir d'un personnel pénitentiaire et la question de la souffrance ou de la dignité d'un détenu sont aussi âgés, aussi vieux que la prison, aussi vieilles que la prison. C'est dire que, de mon point de vue, et je reprends la question de l'authenticité ou de l'inauthenticité des débats ou des approches, tandis que les textes se sont saisis de manière assez récente de ces deux notions, la réalité des choses, elle est beaucoup plus ancienne. Alors pour paraphraser Michel Foucault, qui n'a pas écrit que surveiller et punir, je voudrais vous parler des mots et des choses. En réalité, dans les mots, dans le droit, ces deux notions sont extrêmement nouvelles
et je vais vous indiquer que la déontologie des personnels et la dignité des personnes détenues souffrent d'une dissociation textuelle. Et puis dans une deuxième partie, puisqu'il y a les choses, la réalité, je vous indiquerai que déontologie des personnels et dignité des personnes font l'objet d'une connexion effective. Alors première partie, une dissociation relative de la déontologie et de la dignité. Je voudrais l'exprimer au travers de deux aspects. Une dissociation textuelle, cette fois-ci en regardant le fond du droit. Et en revanche, je vous parlerai de connexion contextuelle, en étant un petit peu compliqué, je l'avoue. C'est-à-dire que les politiques pénitentiaires, notamment depuis une dizaine d'années, relient, sans le dire, la dignité des personnes détenues et la déontologie des personnes. Dissociation textuelle, premier point. Alors si on lit les textes, on s'aperçoit que tout en étant présent dans les préoccupations, la dignité d'un côté et la déontologie ne se croisent jamais. On peut le vérifier au regard de deux textes. Dans le code de déontologie du service public pénitentiaire, le mot dignité est écrit une fois. Et elle concerne la dignité des personnels pénitentiaires, dont, je cite le texte, les personnels pénitentiaires ne doivent jamais se départir. Mais à aucun moment, la dignité des personnes détenues n'est évoquée en regard de l'action des personnels pénitentiaires. Donc, les deux notions ne se croisent pas. Alors certes, en filigrane, de façon non dite, peut-être une pudeur, l'article 15 du Code de déontologie du service public pénitentiaire exprime toute une série d'obligations des personnels pénitentiaires qui renvoient au respect de la dignité des personnes détenues. Mais jamais la dignité n'est considérée comme un principe directeur de l'action des personnels pénitentiaires. Donc, le rendez-vous est manqué dans le Code de déontologie du service public. Je vous renvoie aux articles 15 et à l'article 17 du Code de déontologie, qui synthétisent les choses en un seul mot. Le personnel pénitentiaire doit être exemplaire, mais on ne nous donne pas l'exemple et on ne nous donne pas le but de cet exemple, à savoir la sauvegarde de la dignité des personnes détenues. Dans le Code de déontologie du service public pénitentiaire, la rencontre ne se fait pas. Est-ce qu'elle se fait dans l'article L6 du Code pénitentiaire, ancien article 22 de la loi pénitentiaire? Là non plus. Pardon, je vais reprendre le texte parce qu'il a toujours suscité chez moi une certaine perplexité. L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Point. L'exercice de ceci. Alors, si je fais un petit peu de grammaire, ceci, c'est la dignité et les droits. À moins que ça ne soit que les droits. Mais je ne sais pas. L'exercice de ceci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résistant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte, etc. De fait, dans l'article L6 du Code pénitentiaire, on frémit à l'idée de penser que la dignité et les droits, tous ensemble, peuvent subir des restrictions du fait de toute une série de questions objectives tenant aux contraintes inhérentes à la détention. Mais jamais la déontologie des personnels pénitentiaires n'intègre cet article L6. Donc, encore une fois, textuellement, la déontologie des personnels d'un côté et la dignité des personnes détenues de l'autre ne se sont pas rencontrées dans les textes. À cette dissociation textuelle vient sans doute une explication qui tient à l'esprit des textes et non pas à leur libellé même. Dans l'esprit des textes, si on se réfère aux périodes relativement récentes où ils ont été écrits, le rendez-vous était manqué d'avance. La déontologie des personnels pénitentiaires, elle est écrite avec le décret du 30 décembre 2010, dans la suite de la loi pénitentiaire. La préoccupation à cette époque-là n'est pas à la dignité des personnes détenues, elle est à la sauvegarde de l'image de l'administration pénitentiaire et à l'affirmation de ses missions. En réalité, le Code de déontologie suit la loi pénitentiaire en affirmant que les personnels pénitentiaires vont se conformer aux missions nouvellement définies par le législateur de l'administration pénitentiaire. Je ne dis pas là que la dignité est hors de l'esprit des personnels pénitentiaires ou du Code de déontologie, simplement politiquement, le Code de déontologie est une promesse faite à la société que les personnels pénitentiaires vont s'astreindre à respecter un certain nombre de règles. La dignité n'en fait pas partie. Donc, le rendez-vous, là non plus, n'est pas assuré. Et puis, là aussi, si on se parle un tout petit peu franchement, la dignité des personnes détenues, en 2009-2010, quand la loi pénitentiaire est adoptée, et depuis lors, elle est essentiellement considérée dans les colloques et dans les amphithéâtres.
Mais dimanche dernier, une candidate à l'élection présidentielle promettait la construction de 40 000 nouvelles places de prison, sans jamais évoquer la question de la dignité. Elle a recueilli 42% des suffrages. Et quand une condamnation est prononcée sur l'indignité des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire de Lille, on assiste à des protestations dans la rue. C'est dire que la dignité des personnes détenues est un sujet qui rassemble des spécialistes, qui rassemble des personnes de bonne volonté, qui se préoccupent des choses. Mais si on interroge le commun, la dignité des personnes détenues est un sujet quand même un tout petit peu plus nuancé ou compliqué à traiter. Donc le rendez-vous ne se fait pas dans les textes et le rendez-vous ne se fait pas dans l'esprit de ces textes. Est-ce que le rendez-vous est manqué? Je ne le crois pas. Et avec une très grande sincérité, je n'ai pas enlevé ma veste pour ne pas la retourner, donc je parle en tant que personnel pénitentiaire, même en vacances. Je crois pouvoir dire que les politiques pénitentiaires, depuis une dizaine d'années, ont créé un mariage non dit, pudique, entre la déontologie des personnels pénitentiaires et la dignité des personnes détenues. Je voudrais appuyer mon propos sur 2 exemples. Depuis une dizaine d'années, on assiste à une démultiplication des régimes adaptés de détention. On en cite souvent quelques exemples, je vais en prendre simplement 2. Le nouveau régime des structures d'accompagnement vers la sortie, les SAS, ou le fameux module de respect, traduisent en réalité un mariage de non-dit de la déontologie des personnels et de la quête de la dignité des personnes détenues au travers de 2 axes. La responsabilisation de ces personnes détenues, leur gain d'autonomie et la modification de la relation entre le surveillant et le surveillant. De ces 2 aspects, de ces 2 points de vue, le module respect et les structures d'accompagnement vers la sortie, qui sont de nouveaux régimes de détention, créent une alliance nouvelle de travail entre le surveillant et la personne détenue, responsabilise, active, si j'ose dire, la journée de détention du détenu et mobilise le surveillant au travers d'autres tâches que celles de la simple surveillance. Donc là, il y a une alliance de travail qui est extrêmement féconde et qui concourt à la dignité de l'un et à la diversification, la valorisation du métier de l'autre. Cette adaptation des régimes de détention crée un mariage non dit entre dignité et déontologie. Et puis, deuxième exemple de cette conciliation contextuelle, de ce mariage non dit au travers des politiques pénitentiaires, c'est l'adaptation des pratiques de prise en charge. Là aussi, je voudrais l'appuyer sur 2 exemples qui m'apparaissent importants. Je vais dire des choses que vous connaissez tous, mais depuis une quinzaine d'années, le travail de l'administration pénitentiaire se réfère beaucoup à 2 recommandations du Conseil de l'Europe, que sont les règles pénitentiaires européennes d'un côté et les règles européennes de la probation de l'autre. Et je crois que ces 2 recommandations ont profondément changé le rapport déontologique des personnels aux personnes détenues, aux personnes placées sous main de justice de façon plus générale. Les règles pénitentiaires européennes, en premier lieu, ont justifié l'engagement de la responsabilité de l'administration pénitentiaire sur plusieurs aspects, sur plusieurs process qui aujourd'hui sont labellisés. On prend souvent l'exemple du quartier arrivant, mais très concrètement, au sein d'un quartier arrivant, et c'est très récent, hein, ça a une quinzaine d'années, dans tous les établissements de France, 17 engagements matériels sont respectés par l'administration pénitentiaire au bénéfice de la personne détenue. Le fait de l'accueillir avec un repas chaud, de lui donner l'accès à un téléphone, de lui donner l'accès à une douche, de lui permettre de bénéficier d'un état des lieux de sa cellule, un état des lieux contradictoire, tout ceci va concourir à une humanisation des premières heures de détention, à l'instar de ce que vous avez pu voir durant cet entretien, où les choses sont faites avec, me semble-t-il, une humanité garantie, labellisée, tracée, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui ne veut pas dire que ça n'était pas fait. Mais aujourd'hui, c'est garanti. Ça, c'est pour le volet RPE. Et pour le volet RPO, raccroché à la recommandation du Conseil de l'Europe sur la probation, là aussi, je crois que le métier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation a profondément évolué. Dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, dont font partie les condamnés incarcérés, on peut considérer que le fait de revaloriser des notions telles que l'alliance de travail, telles que l'entretien motivationnel, telles que l'adhésion de la personne à la construction de son parcours d'exécution de la peine, tout ceci, en termes de prise en charge, sont des prémices à la reconnaissance d'une vraie dignité de la personne condamnée et d'une déontologie obligée du personnel qui va le prendre en charge. Donc vous voyez, pour faire
une synthèse de cette première partie, dissociation relative, parce qu'elle n'existe pas dans les textes, rendez-vous manqué, mais une conciliation contextuelle au travers des politiques pénitentiaires. Est-ce à dire que déontologie et dignité ne se rencontrent pas? Je ne le crois pas. Je vais vous parler dans une deuxième partie des choses, c'est-à-dire d'une connexion effective dans la pratique, dans le réel, même si dans une première sous-partie, j'évoquerai des obstacles à cette connexion effective, et dans une seconde sous-partie, la dernière, je vous parlerai d'une connexion pratique, même si elle est parfois soumise à certaines déviances. Alors, connexion effective. Cette connexion effective entre déontologie et dignité, on peut d'abord l'exprimer, ou on doit l'exprimer en tenant compte des multiples obstacles qui s'y opposent. À cet égard, même si ça a été beaucoup dit depuis ce matin, je ne peux m'empêcher de mentionner des obstacles externes au travail déontologique des personnels dans leur prise en charge des détenus et dans leur respect de la dignité des personnes détenues, et puis des obstacles internes. Obstacles externes. On a déjà beaucoup parlé de la surpopulation, donc je ne fais que dire le mot, mais c'est quand même vain de croire que l'on puisse bien travailler quand on a 136 détenus à l'étage. Voilà, c'est inimaginable de le dire. À cet égard-là, pardon si mon propos est considéré comme agressif, il ne l'est pas du tout. Je veux signaler quand même que les infirmiers et les infirmières en métropole étaient applaudis pendant le premier confinement. Les surveillants ne l'étaient pas. Mais eux aussi ont continué à travailler journellement en prenant en charge des personnes privées de leur liberté. Obstacle externe, la surpopulation. Et puis deux obstacles aussi qui me paraissent externes à l'administration pénitentiaire, c'est l'application manquée de la loi de programmation pour la justice. De mon point de vue, ce que Nicole Belloubet voulait, le Covid l'a fait. Mais après que le contexte sanitaire se soit un petit peu apaisé, on voit la surpopulation carcérale et les pratiques de l'autorité judiciaire repartir comme si de rien n'était. Et je le dis sans agressivité aucune, la situation est littéralement insupportable. Constater que la surpopulation carcérale repart de 9% l'an après l'expérience que l'on a vécue, c'est inenvisageable. Et pardon, Madame Zientara, mais c'est un débat que je lance. Je crois que le troisième obstacle externe, c'est l'article 803.8. L'article 803.8 n'est, selon moi, je me permets de le dire, pas un progrès. Ou plutôt, c'est un progrès de principe dans une situation d'échec. Là où l'autorité judiciaire n'a pas reçu cet article 803.8 parce qu'elle n'a pas davantage reçu la loi de programmation dans son application, eh bien je crois qu'en réalité, on a une situation de surpopulation carcérale endémique qui n'a pas encore posé les bonnes questions. Pourquoi mettons cette personne en détention? On est en train de discuter sur l'effectivité de ce recours sans s'interroger sur la pertinence de placer une personne en détention, sans s'interroger sur la bonne connexion entre l'autorité judiciaire et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour à un moment se questionner sur y a-t-il une meilleure solution pour le prendre en charge et pour prévenir sa récidive. Et puis on pourrait aussi estimer que ce recours serait totalement effectif si on en avait une vision un tout petit peu plus économique et concrète. Avons-nous la possibilité de loger ce détenu? Oui, non. Si c'est non, il faut trouver une autre solution, faire partir quelqu'un. Bon, bah ça, ce sont des réformes qui n'entrent pas aujourd'hui dans la mentalité politique ni judiciaire française, mais tant que ces questions-là n'auront pas reçu une réponse satisfaisante, évidemment, la situation ne pourra pas l'être. Contexte interne, s'opposant à ce bon mariage entre déontologie et dignité, la prison est un lieu de violence, violences commises, perpétrées par les personnes détenues du fait de leur personnalité, du fait du contexte qu'ils subissent, violence qui est aussi commise par les personnels pénitentiaires. Je vous renvoie ici à un certain nombre d'écrits, je n'ai pas à me prononcer sur ces questions-là, mais il est très clair que dans l'ambiance et dans le contexte vécu en prison, la violence n'est pas une solution, mais elle ne connaît parfois guère d'alternative, et c'est extrêmement compliqué. Contexte interne s'opposant à un bon mariage entre déontologie et dignité, c'est la psychiatrisation des personnes détenues. Être déontologue respectueux avec une personne respectueuse, c'est extrêmement facile. Être déontologue et respectueux avec une personne qui vient de parler à Napoléon et qui ensuite vous projette 1 litre d'huile bouillante sur le visage, c'est un petit peu plus compliqué.
Et puis, même si c'est inhérent à la culture pénitentiaire, avoir une pratique déontologique, c'est plutôt aisé à la chaire de l'université. Ça l'est beaucoup moins dans la gestion urgente, en permanence et violente d'un établissement pénitentiaire. Donc très clairement, la prison est le lieu qui convoque le plus la déontologie et celle qui la repousse le plus. Alors malgré tout cela, je voudrais terminer par une note d'espoir, un espoir mitigé, je vous rassure. Cette connexion, elle est effective, elle est pratique dans la relation en réalité duel entre le surveillant et le détenu. Là-dessus, je voudrais reprendre mes notes parce que je ne veux rien oublier, c'est un sujet qui me tient à cœur. Cette connexion, elle est effective, mais elle va passer par 2 étapes. Pour que la personne détenue soit respectée dans sa dignité par le surveillant, il faut que le surveillant fasse preuve d'attention et parfois de renoncement. Ça, c'est un premier point. Et puis, la bonne connexion entre la déontologie et la dignité, elle ne pourra pas manquer de passer par un certain nombre de ce que Michel Foucault appelait des illégalismes, c'est-à-dire des aménagements avec la règle qui vont permettre d'assouplir un tout petit peu les choses pour les rendre vivables. Premier point, les points d'attention et les renoncements du surveillant, et deuxième point, les illégalismes et les petits aménagements. Alors, point d'attention et renoncement du surveillant. Je crois que la déontologie peut être saisie par les personnels pénitentiaires comme un pont suspendu entre la rigueur de la réglementation et la violence de la détention. Quelque chose qui, si on appuie sur le discernement, valeur qui ne figure pas dans le code de déontologie, va permettre aux personnes détenues de vivre en détention et au personnel de surveillance de résister à certaines tentations. À quelles tentations doit-il principalement résister? Je crois que le surveillant pénitentiaire, tous les personnels bien sûr, mais on se focalise sur celui qui est au cœur de la relation duel, le surveillant va d'abord devoir résister à la routine. La routine qui peut tuer le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire. C'est surprenant, mais cette routine, elle est faite de coutumes, de rites professionnels, propres à chaque lieu de détention, et elle peut rapidement éloigner l'agent du respect des procédures, et plus encore de la conscience des risques que ces procédures qu'il encourt et fait encourir à la structure. Cette routine, elle peut parfois amener à une certaine banalisation qui est le premier chemin vers la déshumanisation. Et donc, cette routine, c'est l'un des enjeux majeurs, je crois, entre les mains d'un chef d'établissement, d'un directeur, de ne jamais laisser la routine s'installer dans le fonctionnement des personnels d'exécution. En second lieu, le surveillant va devoir résister à une deuxième tentation qui est le fatalisme. Ça peut être désespérant de prendre en charge des profils qui se succèdent les uns après les autres et qui présentent tous les mêmes carences, les mêmes difficultés et les mêmes promesses d'échec. Au point qu'à un moment, le surveillant peut venir surveiller, fonctionner, et sans grand espoir de pouvoir changer quoi que ce soit à la vie de la personne qui le prend en charge. Et ce fatalisme, c'est l'ennemi de la conviction professionnelle des agents, ce qui réclame, bien sûr, qu'en termes de management, de formation, nous puissions chaque jour revitaliser la vocation ou la conviction des personnels dans leur utilité sociale qui est essentielle. Troisième axe de résistance, et non des moindres, le surveillant va devoir résister à la violence, qui est une tentation évidente en établissement pénitentiaire. Il suffit de vous renvoyer, vous, dans votre cuisine avec votre enfant de 2 ans qui vous dit non pendant 2 heures. Il y a un moment où vous allez être tenté par la violence. Enfin, sauf à ce que je ne m'adresse qu'à des anges, ce que je ne crois pas. Eh bien, dans un établissement pénitentiaire, la résistance à la violence, elle est évidente pour le surveillant. Il y a 2 violences. La violence physique et puis la violence de l'ignorance. Celle qui va amener à pratiquer une mesure sécuritaire, une fouille, sans y ajouter l'once d'humanité qui est nécessaire pour pouvoir apaiser la situation. Regardez ce surveillant durant cet entretien d'accueil. Il sait comment ponctuer l'entretien de petits éléments qui vont pouvoir faire retomber la tension. C'est un vrai savoir-faire des personnels pénitentiaires. Enfin, dernier axe de résistance, et là aussi il est très important, le surveillant va devoir résister au silence. Parce qu'un établissement pénitentiaire, c'est un lieu fermé dans lequel se nouent des solidarités positives entre les agents, mais aussi des solidarités négatives.
Il y a un ouvrage qui, il y a quelque temps, a été publié par une association qui s'appelle Omerta. Cet ouvrage, il est important de le lire, c'est-à-dire qu'à un moment, il est essentiel pour un surveillant qui est témoin d'inaction ou de mauvaises actions, de violence, de pouvoir être suffisamment sécurisé par son institution pour pouvoir parler. On le voit aussi, je regarde Damien Pellen, on le voit aussi en matière de corruption, c'est un risque pour les personnels et il faut pouvoir assister, porter, aider les personnels pour qu'ils résistent à cette tentation du silence qui, pour le coup, porte vraiment atteinte aux personnes détenues. Tout cela, tout ce que je viens de dire, toutes ces résistances, je le dis avec force et humilité, elles sont bien sûr très aisées à proférer à la chaire d'un colloque. Elles sont extrêmement compliquées à assurer au quotidien d'une détention. Ça aura été dit. Alors, pour finir, au-delà de ces résistances, dans le quotidien, finalement, personnes détenues et personnel pénitentiaire s'acclimatent, aménagent, adaptent leur vie en détention pour pouvoir permettre la moindre indignité des uns et la moindre difficulté des autres. Le confinement, les confinements successifs l'ont très bien montré. Figurez-vous que dans plusieurs maisons d'arrêt, dans plusieurs établissements pénitentiaires, ce sont les personnes détenues qui ont eux-mêmes renoncé à leurs droits et ont convaincu par exemple les familles de ne plus venir les visiter. Et donc se créait un modus operandi entre les uns et les autres pour pouvoir résister à la situation. Finalement, il y avait un accord qui était un petit peu déontologique et favorable à la dignité, mais qui n'était pas véritablement légal, de pouvoir permettre de le mieux vivre possible ensemble dans cette période d'épreuve. Il y a plein d'illégalismes, plein de petits arrangements avec la pratique qu'on relève dans le travail en détention. Je vous renvoie notamment à ce très beau rapport qu'avait écrit Jean-Marie Delarue sur les Baumettes, où il relevait tous les petits aménagements que les personnels convenaient pour pouvoir rendre la vie respirable dans la détention. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais c'était la réalité. Je voudrais simplement terminer, parce que c'est une affaire et de déontologie et de dignité qui m'est chère en France et qui concerne aussi la Polynésie, sur un dernier exemple d'aménagement pour conclure. C'est le tutoiement. Le tutoiement est interdit par le Code de procédure pénale. Il est interdit par le Code de déontologie du service public pénitentiaire. Et pourtant, bien au-delà de la Polynésie, il est pratiqué dans nombre d'établissements pénitentiaires. Ce tutoiement, il suscite une réflexion qui ne peut pas être unilatérale, qui ne peut pas être unanime ou monobloc. Le tutoiement, ça pourrait être celui d'un personnel qui va considérer la personne détenue comme un fils, voire comme un frère. Et dans ce cas-là, c'est un tutoiement de bienveillance, de discernement, qui devrait être jugé de cette manière-là. Mais le tutoiement, ça pourra aussi être un tutoiement routinier, un tutoiement coutumier, qui lui traduit très clairement une domination du personnel de l'administration pénitentiaire sur une personne qui pourtant est usagée du service public pénitentiaire. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas déontologique pour le personnel, et bien sûr, cela attentera à la dignité de la personne détenue. Sauf dans un village reculé, alors c'est pas Astérix, c'est la Polynésie, dans un village, dans un agglomérat d'îles, qu'est la Polynésie, où le tutoiement, m'a-t-on expliqué, mes élèves polynésiens me l'avaient expliqué, où le tutoiement est culturel. Où, en réalité, si on dit « vous » à un Tahitien, m'avaient expliqué mes élèves, il se retourne pour voir qui est derrière lui, parce qu'il pense qu'il y a d'autres personnes qui sont considérées par la lettre. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ce tutoiement polynésien. Il renvoie à cette complexité du lien entre la déontologie et la dignité. En réalité, je crois que dans la prison polynésienne, dans la prison républicaine, le tutoiement polynésien ajoute à la liberté que nous contribuons à protéger, à l'égalité que nous devons garantir. Eh bien, ce tutoiement tahitien, il garantit une certaine fraternité entre la personne détenue et le surveillant. Car, et c'est pour terminer par où j'ai commencé, je crois que plus qu'ailleurs, en Polynésie et à Tahiti, il devra bien y avoir un moment où détenus et surveillants regarderont ensemble les mêmes étoiles. Merci de votre attention.